Professeur, entraîneur, expert, champion d'hier et d'aujourd'hui, mais aussi judokas anonymes, le podcast de l'esprit du judo, c'est maintenant. Hajime. Gamar Joba les amis, nous sommes toujours en Géorgie, un pays où le mot cha-cha ne désigne pas comme partout ailleurs une danse latine, mais une autre vie à 70 degrés. Un pays de combattants, déçus hier, totalement réveillés aujourd'hui, mais on va y revenir. Commençons par l'état d'esprit, ça ne va pas. Nous avions demandé hier de belles histoires, mais le réel n'est pas fleur bleue, il n'est pas toujours bien écrit au gré du scénariste, le réel est cynique, amer, il est cruel et souvent moqueur, et en particulier avec ceux qui ne savent pas ce qui leur manque pour conclure brillamment leur propre récit. Alors non, ça ne va pas, non seulement parce que tout ne se passe pas comme on l'aurait souhaité, mais aussi parce que certaines choses nous déplaisent. Parfois, il faut savoir le dire, même si nous ne pratiquons pas la critique acerbe à l'esprit du judo, même si nous aimons ce milieu, et plus que tout, les athlètes, pour lesquels nous avons un infini respect et beaucoup d'affection. Mais nous n'aimons pas tout de même que la formidable finale des moins de 73 kilos entre l'illustre gladiateur géorgien Lachachat Duhatashvili, triple médaillé olympique couronné en 2012, et le ceinturion azerbaïdjanais Heidarov, champion du monde et champion olympique 2024, se soit conclue sur une troisième pénalité non nécessaire, comme si l'arbitrage avait plié dans le sens de l'intérêt local. Cela ne se fait pas avec de tels monuments de judo. Le corps arbitral avait l'habitude d'adopter une pondération modeste plutôt pertinente. Cette fois, ce ne fut pas le cas. Heidarov fut pénalisé sans que la raison en soit flagrante. Quand les structures commencent à s'assouplir et à ployer facilement dans le sens d'on ne sait quelles pressions annexes, l'effondrement menace. Magnifique d'engagement et de fierté nationale, Lachachat Duhatashvili n'avait pourtant pas besoin d'aide, si c'en était une, comme il l'avait démontré en dominant en demi-finale sur un sublime Ouchigaishi plein fer, notre Gaba national, jusque-là vainqueur appliqué de ses 3 premiers combats. On n'a pas aimé non plus, disons-le, parce qu'il faut parfois clarifier les choses, qu'après une seconde déception, là aussi il faudra y revenir, notre champion emblématique du moment, lui, Johan Benjamin Gaba, décide de renoncer à s'exprimer devant les médias présents. On comprend bien sa terrible déception et elle nous touche. Il s'est excusé à travers l'attaché de presse de la fédération en le faisant, avec sans doute le sentiment qu'il ne lésait personne, trop désireux d'aller noyer ses émotions dans la solitude de sa chambre. Mais il n'y a pas que les émotions dans la vie, il y a aussi les responsabilités, les enjeux collectifs. Sur ces championnats d'Europe, des lointains rivages est de la mer Noire, loin des rédactions parisiennes, citons les noms, seul Anouk Korge pour l'équipe, Morgane Maury pour RMC, 2 amoureux du judo, Morgane a même été en pôle dans sa jeunesse, avait fait le déplacement, ainsi qu'une équipe de France Télévisions pour le service minimum. Et nous, bien sûr, à l'esprit du judo, parce que de toute façon, nous n'envisageons pas de faire autrement. Il est important de comprendre que ces journalistes, qui couvrent aussi d'autres sports parfois plus prestigieux, ont convaincu leur rédac-chef de dépenser les billets d'avion, les nuits d'hôtel, les défraiements d'hiver avec l'argument habituel. Gaba sera là, comme ils ont dit avant Clarisse ou Teddy et du voyage. Sans ce petit coup de pression malin, la tentation est grande pour ces petites industries de la communication de faire sans. On peut aussi deviner qu'il faut parfois convaincre au niveau familial pour ces sorties à l'étranger de plusieurs jours. Il y a 10 ans, tous les grands médias français, les journaux sportifs, mais aussi les grands généralistes, Le Monde, Le Parisien, Libé, Le Journal du Dimanche, Le Figaro, les radios, RTL, Europe 1, France Inter, envoyaient leurs reporters, dont nous avons encore les noms et les visages en tête. Tous enthousiastes, tous amateurs de l'aventure judo. Progressivement, un à un, ils ont renoncé à venir. Leurs arguments n'ont plus convaincu les responsables de rédaction et du budget général. Leur propre intérêt s'est étiolé. Ils n'ont pas été remplacés dans ce rôle. La réaction, non pas à chaud, mais sur place du champion, même fragile, traversée par les éventuels sanglots que nous avons entendus dans de nombreuses voix au fil des années et qui nous les ont rendus plus humains, plus respectables pour ce cadeau, est la seule réelle valeur ajoutée de la présence journalistique sur place et du prix qu'elle coûte. Si nos champions ne veulent pas demain se produire en studio et être interrogés par une intelligence artificielle, il leur faut maintenant prendre conscience de l'importance de ce contrat moral entre eux et les professionnels qui les regardent et rendent compte. Ajoutons qu'ils sont heureux de pouvoir faire connaître à tous les grands bonheurs de leur victoire. Les médaillés ne font jamais défection. Tout ceci dit non pas pour nous à l'esprit du judo, mais pour les journalistes qui se battent pour faire exister le judo dans les grands médias, mais pour le judo français, et pour Johan Benjamin Gaba lui-même en le serrant mentalement sur notre cœur.
Car quoi de plus grand, de plus admirable qu'un grand champion momentanément vaincu, qui sait faire bonne figure et accepter le sort, félicitant les vainqueurs en annonçant qu'il reviendra plus fort. Nous n'avons pas aimé non plus que Sarah Léoni-Sizik ne soit pas championne d'Europe ce soir. Nous avons depuis le début admiré le talent de la double médaillée olympique des moins de 57 kg, dès ses premières médailles seniors brillantes et précoces, des podiums de Grand Chelem avant ses 20 ans, et déceler en même temps assez tôt chez elle une forme de difficulté à gagner les grands championnats, avec des échecs parfois inattendus dans les combats décisifs, une question justement soulevée hier par Walid Kar sur son propre parcours. À désormais 27 ans, Sarah Léoni-Sizik avait paru afficher depuis les Jeux 2024 une maturité nouvelle en emportant son premier Grand Chelem de Paris en 2026 et surtout sa première médaille mondiale en 2025 pour sa 4e participation. Il était donc espéré, ce sont les belles histoires que nous avons envie de raconter, qu'elle emporte enfin un titre continental senior ici à Tbilissi pour sa 6e participation, et quasiment autant de médailles d'ailleurs, puisqu'elle n'a raté qu'une seule fois le podium pour sa première participation en 2018 à 19 ans. Avec ici comme aiguillon la très remontée Marta Fawaz, médaillée continentale 2025, revenue en trompe d'une grave blessure pour ce rendez-vous 2026, Sarah Léoni était impeccable dans ses 2 premiers tours contre des adversaires il est vrai modestes, mais semblait soudain timorée en quart de finale au moment de préciser les choses contre l'anglaise Acelia Toprak qu'elle tenait à bout de bras sans parvenir à accélérer avant de se faire enrouler sur un petit kataguruma de rien à 16 secondes du gong. Le genre de défaite surprise, de combat dont il n'y a pas grand-chose à dire. Les derniers instants montraient juste assez de ce qu'aurait pu faire Sarah Léoni en se lâchant un peu plus. Mais c'était trop tard. Acelia Toprak, certes 16e mondiale, mais sans référence senior, et une médaille européenne junior en 2017, l'année où elle avait battu en demi-finale à l'époque, remuons le fer dans la plaie, une certaine Sarah Léoni-Sizik. Depuis, la Française était passée aux choses sérieuses et n'avait plus jamais flotté contre cet adversaire, qu'elle a d'ailleurs très largement surclassé au premier tour du Grand Chelem de Paris cette année. Alors pourquoi douter soudain? Pourquoi perdre contre cet adversaire objectivement loin du niveau requis pour la battre? Pourquoi perdre aussi, puisqu'on en est là, contre la Serbe Marika Perisic en quart de finale des Europes de Prague en 2020, de Montpellier en 2023, tout en la battant partout ailleurs, comme c'est aussi le cas de la Slovène Kajzer, qui la prive du titre européen de Lisbonne en 2021, comme c'est encore le cas de Toprak aujourd'hui. C'est sans doute la question que doit se poser maintenant la meilleure française de la catégorie, et si possible en allant chercher les réponses. Quant à la seconde engagée du jour, que nous rêvions de voir affronter sa leader en demi-finale, elle la suivait exactement sur le même rythme, brillante sur 2 combats accessibles et terriblement frustrante pour son premier combat difficile, mais pour des raisons largement différentes. Contre une figure de la catégorie, la puissante et agressive israélienne Timna Nelson-Levy, 31 ans désormais, Marta Fawaz réussissait en effet le démarrage parfait, avec une belle audace, un petit haut saut tranchant dès les premières secondes, pour un Yuko qu'elle semblait capable de protéger. Mais affichait ensuite des béances défensives sur une tentative désespérée de l'Israélienne d'aller prendre la victoire au sol en Sankakujime, se laissant verrouiller sans réagir, puis renverser et finalement obligée à l'abandon. Et on songeait, avec empathie pour elle, que c'est au coup que la Française a longtemps été blessée. Forcément, en m'alignant sur ce championnat, je visais déjà la médaille d'or. Et une fois que j'ai perdu du coup en quart, je visais une médaille. Donc oui, je reviens de loin, mais c'est quand même une déception. On ne vient pas au championnat d'Europe pour juste être sélectionné, donc forcément c'est compliqué. À l'image de mes 2 compétitions que j'ai pu faire, ça se voit que je suis en reprise. Après voilà, j'avais l'envie. Peut-être que physiquement, il y a encore à travailler. C'est une déception aujourd'hui. Voilà. L'année dernière, je ressortais de ce championnat avec le sourire et une médaille de bronze. Là, je perds en repêchage. Ouais, franchement, c'est un échec. Je peux pas me contenter d'être classée. En vrai, déjà, même si j'avais eu la médaille de bronze, ça aurait été avec un petit goût amer. Là, sans médaille, c'est compliqué. Je ne suis pas du genre à me chercher des excuses. C'est vrai, il faut savoir tirer le positif dans tout. Mais là, aujourd'hui, c'est plus j'en tire du gros travail à faire après ce championnat. Et ouais, je suis déçue, quoi. J'ai travaillé différemment pour essayer de revenir au plus haut niveau. Aujourd'hui, voilà, je me bats pour retrouver mon niveau. C'est dur, hein, c'est le judo. Pendant que j'étais pas là, les autres ont progressé. Il faut rattraper ce train qui est en marche et voilà, c'est
faut que je trouve encore je suis motivée, il faut trouver les axes de travail qu'il faut et continuer à aller au charbon. Encore une belle histoire que nous ne pouvons pas raconter. Marta Fawaz passant en demi-finale avec cet avantage acquis en début de combat, battant Toprak, qui sera d'ailleurs écarté en vrai par Nelson Levy, puis la jeune et tendre Suissesse Binta Diaye pour le bronze, confrontant finalement la championne du monde Eterilli Liparteliani chez elle et lui faisant mordre la poussière, prenant toute la lumière sur ce championnat continental. Mais pour cela, il faudra faire mieux au sol dans l'avenir, car c'est déjà dans ce secteur et avec les mêmes carences défensives qu'elle s'était fait durement dominer au championnat du monde, pour lequel elle avait brillamment gagné sa sélection en 2025. C'est donc la guerrière israélienne qui s'y collait en finale et elle semblait bien devoir tirer les marrons du feu après avoir contré un arraché désordonné de la géorgienne survoltée et ébouriffée. Mais celle-ci semble de ceux qui ne se laissent pas trop dicter leur destin malgré leurs limites. À 15 secondes de la conclusion d'un combat perdu par cette maladresse initiale, un trop-plein d'envie qui s'était retourné contre elle, et alors que le public géorgien lui-même n'y croyait plus, elle installait une double saisie au corps et lançait un sasae volant aussi spectaculaire qu'efficace. Hippon massif, joie délirante du public et de l'athlète qui avait renversé le sort contraire. Les belles histoires ratées des unes font les belles histoires réussies des autres. Eterilli Liparteliani, méritante rugueuse, qui était restée jusque-là un peu prisonnière d'un style trop physique et linéaire, est désormais championne du monde et championne d'Europe. Elle a pourtant perdu 9 de ses 10 rencontres contre la Française Sarah Léonie-Cizic, ceci dit, pour remuer une nouvelle fois le fer dans la plaie. Mais répétons-le comme un mantra, une intrigue à résoudre, ce qui n'est pas pleinement compris revient sous la forme d'un destin. Et que devenait-elle alors notre Française après son échec inattendu contre l'Anglaise Toprak ? Elle se retrouvait totalement, comme c'est souvent le cas, surclassait la malheureuse Fawaz par 2 Waza-Hari et un Yuko et terminait en beauté en allant chercher une nouvelle médaille européenne face à Marika Perisic, celle qui l'avait privée de 2 titres européens potentiels et malgré le handicap d'avoir subi le premier Yuko. De quoi se consoler un peu sans doute, des émotions un peu dans tous les sens. Qu'en tire-t-elle elle-même comme leçon ? Bien sûr, cette médaille est belle et puis je me dis que c'est pas facile d'être régulière, donc forcément je prends conscience que ça reste quand même un travail et que c'est pas rien, mais j'ai envie de plus en fait tout simplement et j'avais envie d'être championne d'Europe. En fait cette médaille ne me satisfait pas et aujourd'hui je le serai pas en fait tout simplement et donc ça me reste en travers de la gorge. Habituellement j'essaie quand même d'être même souriante sur les podiums et là je suis restée bloquée sur ce quart et c'est pas facile. En fait, ce qui se passe, c'est que je pense que j'ai voulu trop bien faire, comme d'habitude. Et sauf que souvent, je me rends compte trop tard. J'ai envie de faire des combats parfaits. Et quand je dis parfait, c'est pas faire une belle chute, mais c'est vraiment de trouver le bon moment, on va dire d'être pas dans un confort, mais de faire un combat parfait en fait. Et sauf qu'il y a des fois où les combats ne peuvent pas être parfaits. Et tout à l'heure, les entraîneurs m'ont dit que le combat parfait, c'est quand tu gagnes. Et d'un côté, je suis d'accord, d'un autre, pas tant que ça, parce que je pense que l'objectif, c'est bien sûr de mettre ce qu'on a en application, de gagner, bien évidemment, par tous les moyens, mais aussi d'être quand même satisfait de ce qu'on fait. Et en fait, j'avais l'impression de gérer le match et il a fallu d'une seconde où, bien évidemment, je tombe. Là-dessus, il n'y a rien à redire, mais forcément, en fait, j'aurais dû prendre des risques. En fait, j'aurais dû prendre plus d'initiatives et je ne l'ai pas fait parce que je voulais essayer de contrôler le match. Donc voilà, c'est pour ma pomme, comme on dit. Mais forcément, c'est pas un match que je dois perdre. Alors, je ne dis pas que je vais forcément le gagner, mais pas comme ça. Je ne devais pas perdre un match comme ça et donc forcément, je l'ai un peu de travers. Quant à la coach Jane Bridge, amère d'avoir vu ses 2 protégés tomber abruptement aujourd'hui, elle avait un regard plus tranchant sur le sujet. Pour elle aussi, il est question d'histoire qu'on se raconte, mais c'est le réel qu'il faut affronter quand on vise les sommets. On n'était pas très inquiets. Elle a déjà battu à Paris il n'y a pas très longtemps, sans vraiment peu de difficultés. L'adversaire change un peu de stratégie. Elle avait croisé avant, là elle venait Eri opposé. Mais en fait, finalement, Sarah n'était pas vraiment en difficulté au Kumikata. C'est que juste
elle n'a pas osé lui rentrer dedans, aller au bout de ses mouvements et elle se fait surprendre avec un Kataguruma vers la fin du combat, donc difficile à remonter. Elle a tenté à moitié son sasai, elle a pas un petit peu le kosoto, mais en fait elle était trop sur le retenu, elle n'a pas osé. Et à la fin, sans oser, on sort avec une défaite. Je pense qu'il y a des moments où il faut arrêter de réfléchir, arrêter de se dire oui, si je fais ça, elle va me faire ça et faire ça. On n'a pas le temps de réfléchir comme ça. Il faut prendre des risques, il faut qu'elle ait confiance en elle, que ses mouvements sont très forts, elle peut battre tout le monde, mais si on passe notre temps à tourner les scénarios dans la tête, le combat il se défile en le regardant. À la fin, il faut bien que nous en ayons de belles histoires, du positif à ramener du voyage, et il y en avait aussi aujourd'hui teinté de doux amers, comme l'est cette 4e médaille européenne de suite pour Sarah Léonie-Cizic, mais qui n'est pas la bonne. Manon Deketer était sur la liste des bons sujets, elle aussi, éclipsée par l'aura stellaire de la grande Agbenienou dans cette catégorie des moins de 63 kilos. Elle a déjà ramené dans la discrétion une médaille mondiale à la France, c'était en 2022 déjà. Il a fallu revenir en équipe nationale, gagner cette sélection difficile avec la perspective du retour attendu de Clarisse en vue des championnats du monde. Avec Manon Deketer, c'est peut-être aussi dans son caractère. Les choses se font dans la discrétion, les émotions sont puissantes mais rentrées. Il lui a pourtant fallu de la force morale pour assumer d'être considérée si souvent comme la seconde, la remplaçante. Jusqu'au bout, cette année, elle a dû prouver que sa sélection était légitime en allant notamment la confirmer par une médaille de bronze à Tashkent en février. Cette fois cependant, le tableau avait l'air de lui sourire et elle montait effectivement les marches, une à une, isolée là-bas sur le tapis 1 quand les regards et les esprits étaient accaparés par les représentants français en moins de 57 kg et en moins de 73 kg. La Bulgare Manova partait sur un Osotogari enchaîné en Djuji Gatame, la Slovène Mazouzi sur un fort Kataguruma. La demi-finale déjà lui réservait la numéro 3 mondiale, la Croate Iva Operan, dont on avait déjà mesuré qu'elle ne la craignait pas, l'ayant battue par Uranage en finale d'un Grand Chelem en 2024. Elle s'en souvenait manifestement, l'attaquant sur des Kosotogake fini en sacrifice arrière pour 2 yuko suffisants. Sans émotion apparente, avec efficacité et intelligence technico-tactique, Manon Deketer n'avait pas tremblé pour atteindre le dernier palier, la finale. L'argent était acquis, l'or espéré. C'est là que l'histoire pouvait devenir sublime, un titre puissant, un statut transformé pour l'avenir. L'adversaire était à la mesure de l'exploit à accomplir, la néerlandaise Johan van Lieshout, une finale européenne et un titre mondial récolté en 2024, sans doute la plus forte du moment, sans écraser la concurrence néanmoins. Il y avait un truc à faire, un projet à mener au bout. Mais les 2 dernières rencontres n'avaient pas été en faveur de la Française. Était-elle nerveuse en abordant le combat ou était-ce simplement, cette fois, la faute à pas de chance ? Elle lançait bien sa première séquence, parvenait à saisir la manche droite, à se libérer de la saisie adverse, attaquait à la volée en Ouchigari, qui fauchait dans le vide et lui faisait perdre une seconde son équilibre. Amenée sur un genou en position instable, elle ne pouvait résister à la poussée opportuniste et se faisait coincer au sol dès les premières secondes. Une fin abrupte, rageante, pour une histoire qui avait si bien commencé. Il faut que j'analyse parce que actuellement j'ai pas l'image en tête, mais j'ai fait une bourde. Je pense que je suis à l'initiative et je pense que j'ai voulu trop être à l'initiative. J'ai fait une bourde et c'est frustrant parce que j'ai pas eu le temps de m'exprimer rien. C'est dur. Effectivement, je fais une médaille d'argent. Voilà, ça se prend. Je vais pas renier dessus, c'est sûr. Mais c'est dur de finir comme ça. C'est dur. Après, c'est ma première médaille européenne. Après l'an dernier où j'ai fait 5e, j'ai fait au pied du podium. Cette fois-ci, j'ai échoué en finale. Il y a du positif, mais actuellement, c'est dur de l'accepter, quoi. C'est ça en fait. Franchement, ces derniers temps, je me suis senti fort, je me suis senti bien. On a énormément travaillé avec le club, avec Cédric Révol, etc. Kylian, on a énormément travaillé. Et franchement, je me sentais bien. Je me voyais vraiment championne d'Europe aujourd'hui. Je me suis dit, c'est ton jour. Et malheureusement, voulant trop faire, en étant trop bien, visiblement, j'ai fait une boulette et je peux quand même prendre un mois bref. Aujourd'hui, j'avais un titre à aller chercher, malheureusement, j'ai pas réussi. Mais ça reste une médaille européenne et je vais aller chercher l'an prochain le titre et je vais retourner au boulot à fond et ça va me servir pour plus tard.
L'entraîneur Kylian Leblouk encaissait aussi le coup et relativisait tout de même en voyant peut-être aussi là où le bas blesse dans le mental de son athlète. On savait que ça allait être un match difficile, mais on espérait un match déjà gagné, de une, et puis de deux, on se doutait que ça durerait un petit peu plus. Là, franchement, ce qu'il laisse sur sa fin, c'est que y a comme un goût d'inachevé, très clairement, et moi, personnellement, que ce soit en tant qu'athlète ou en tant que coach, le plus dur, c'est ces matchs-là où en fait, tu n'as pas eu le sentiment d'avoir eu la capacité de t'exprimer à pleine mesure. Et je trouve que c'est pire que parfois perdre nettement. Honnêtement, elle a plus ou moins perdu toute seule, on va pas se mentir. Même si l'autre la pousse et réagit et a le feeling, il n'y a pas de sujet. On va pas dire qu'elle s'est fait harakiri, mais bon, pas loin non plus quand même, quoi. Donc c'est dommage. Je la trouvais vraiment bien aujourd'hui. Elle a très bien bossé. Elle était sereine, elle était efficace. Il faut qu'elle retienne ça. Je pense qu'il faut qu'elle retienne ça. Et nous aussi, il faut qu'on retienne ça pour la suite. Peut-être le stress d'une première finale. Après, c'est sa première finale européenne, mais c'est pas sa première finale en compétition. Donc voilà. Après, elle a conscience aussi que c'est un enjeu particulier. Elle sait qu'elle est dans une équipe très concurrentielle. Elle sait qu'elle a une compatriote qui est elle aussi très forte. Donc je pense que ça probablement ça pourrait expliquer la pression supplémentaire qu'elle doit se mettre. En tout cas, je l'imagine comme ça. Après, voilà, honnêtement, ce qui est dommage pour moi, c'est qu'elle n'a pas montré sur cette fin de journée tout le travail qu'elle amasse, parce que c'est quelqu'un qui travaille beaucoup, qui met beaucoup de cœur dans ce qu'elle fait. Elle est très professionnelle. J'hésiterai pas aussi à lui répéter, parce que il va falloir aussi qu'elle accepte cette belle médaille d'argent. Mais c'est vrai que c'est frustrant de se dire que tu travailles dur et que tu es à quelques centimètres d'arriver à cette médaille d'or européenne et qu'elle te file entre les doigts de par une action, on va dire, un peu précipitée. C'est aussi ça qui est frustrant. C'est quand on voit le niveau qu'elle est capable d'avoir à l'entraînement, sa capacité à varier, être capable de trouver des solutions en fonction de chaque adversaire. Et puis elle a de très très grosse qualité physique. Donc clairement, on se dit qu'il y a quand même un terreau plus que fertile à aller chercher de la médaille d'or. Elle s'est fait une relativement grosse blessure au mois de décembre à l'Ischio avec des suites qui ont pris du temps. Elle a fait le tournoi de Paris avec vraiment pas grand chose en termes de préparation. Elle a accroché sa qualification au championnat d'Europe à Tashkent en accrochant une médaille. Voilà, aujourd'hui, elle a montré qu'on avait raison d'avoir confiance en elle. Et c'est déjà un bon début, je pense, parce qu'elle a conscience qu'elle est attendue. Je pense qu'elles le sont toutes, mais je pense qu'elle a conscience encore un peu plus que dans d'autres catégories qu'elle est attendue. Avec la plus grande française de l'histoire en termes de performance. Donc je pense que ça doit un petit peu envahir son esprit quand même. De l'argent pour Manon Deketer en moins de 63 kg, du bronze pour Sarah Léonie Cizic en moins de 57 kg, la France allait encore en récolter une dans celle des moins de 73 kg. On l'a compris, ce n'est pas du côté de Johan Benjamin Gaba qu'il faut chercher, mais se tourner vers l'inattendu, la totale fraîcheur, du côté de Diane Boulem-Tafes, 20 ans, vice-champion de France senior. C'était sa première fois, tout aurait pu le dépasser, on en a vu d'autres dans cette configuration, mais avec le jeune Parisien, tout de suite, le miracle a eu lieu. Une connexion parfaite avec l'événement, avec le jeu lui-même qu'il joue dans un faux rythme suave et un absolu équilibre d'esprit de corps dans l'opposition la plus forte. 5e à Paris après avoir notamment détruit le vice-champion du monde japonais Ishihara, il avait déjà fait passer le frisson. Voilà qui est totalement judo et inaccessible à la plupart. Cette audace tranquille, l'avenir dira si elle est favorisée par une forme d'inconscience relative due à sa jeunesse ou si c'est son génie. Mais c'est merveilleux à observer. Face au Sumigaishi balourd de ses deux premiers adversaires, il les réglait avec une grâce extrême, d'un Dehachibarai époustouflant et sur un Uchimata en reprise d'initiative tout en rondeur. Moins de 2 minutes passées sur le tapis de Tbilissi.
L'adversaire suivant était d'un autre calibre, le Portugais Otari Quantidze, et c'est la puissance physique du jeune Français qui se révélait à cette occasion, toujours régulée par une technique smooth et précise. Un Kataguruma d'abord, que le solide Portugais tentait de contrer de toute sa force sans y parvenir, et un étourdissant Utsuigoshi illuminant l'Olympic Sport Palace pour finir. Et déjà une ancienne connaissance à gérer en quart de finale, rien de moins que le champion olympique en titre, le terrible Azerbaïdjanais Heidarov, qu'il avait rencontré et battu au Grand Prix de Lima en 2025. Pas de problème pour le jeune Parisien qui posait sa garde de gaucher et assumait les déplacements, toujours disponible pour une tentative juste, une attaque esquissée ou poussée, toujours en rythme et en éveil. Le pistolero d'Al-Xasava, dûment averti du danger, le laissait s'installer et plongeait avec conviction sur son Kataguruma favori masqué par un seoi inversé, une arme mortelle qui lui obtenait un petit yuko suffisant. Dayan Boulemtafes ne se désunissait pas et emportait ensuite un combat difficile contre l'anglais Ethan Nern, récent vainqueur du Grand Prix d'Autriche en battant des pointures comme l'italien Basile et le brésilien Carnien. Il lui plaçait d'abord son Ouchigari en cercle à genoux avant de se faire contrer, puis de lui en remettre un quand même. Et voici le jeune homme au pied du mur, non pas d'une belle histoire, mais d'un rêve à peine permis, une médaille européenne pour cette première sélection. C'était désormais à portée de main, mais bien barré tout de même par la présence d'un aîné de prestige, le champion du monde et médaillé olympique Gaba, son partenaire de club au PSG. De quoi plier sous la pression, faire allégeance à l'autorité. C'était plutôt l'inverse. Comme il l'avait été un peu toute la journée, Johan Benjamin Gaba semblait porter, lui, le poids du risque de perdre, les hanches en arrière et le centre de gravité bas. Il ne parvenait pas à prendre la main sur son partenaire d'entraînement, semblant même donner des signes qu'il en connaissait la valeur et qu'il ne la négligeait pas. Imperturbable de son côté, le plus jeune ne manquait jamais une occasion de placer ses pivots assassins, prolongeant toujours le mouvement jusqu'à son terme, sans forcer ni se défaire, sans jamais laisser de moment neutre, cassant à la racine la plupart des très fortes attaques de son intimidant adversaire, au point de finir par en saturer la capacité d'action. Et c'est sur une reprise d'initiative en remontant du sol qu'il trouvait l'ouverture pour un Osotogari âpre et tenu qui projetait le champion français Gaba en enfer. Battu par un rival de club de 20 ans, après avoir tenu le monde dans sa main aux Jeux de Paris et au championnat du monde suivant, la compétition géorgienne était cruelle. Le champion silencieux, c'était au coach Ludovic Delacote de mettre les mots sur les plaies. Oui, un champion qui perd est forcément déçu. Un garçon qui a de l'orgueil comme Johan, il doit être piqué. De surcroît, une rencontre franco-française, ça doit peut-être en rajouter. Maintenant, moi, je tiens d'abord à féliciter Dayan pour sa journée. Il a montré de l'engagement, il a été efficace, pertinent dans sa proposition, donc c'est super, bravo à lui. Et concernant Johan, il est champion du monde en titre. L'année post-jeu, il a réussi à être champion du monde, ce que peu ont réussi à faire. Digérer le dossard rouge, c'est pas si simple. À Abu Dhabi, on a vu que c'était pas encore ça. À Paris, c'était catastrophique. Là, il y a eu des choses vraiment positives. Peut-être que vous ne les avez pas relevées, mais dans l'attitude, plus calme, moins d'attaques parasites. Donc, il y a un travail de cadrage, il y a un travail de Ashiwaza qu'il va falloir qu'on développe. Voilà, mais un peu plus. Il y a des directions à prendre. Et puis pour le reste, une fois la déception passée, là il a une semaine, on va tous se revoir au calme, on va remettre les choses à plat, on va redéfinir des objectifs de travail et puis ça va bien se passer. Sur le Géorgien, qui est champion d'Europe, là, Géorgien très solide aujourd'hui, très très solide. Non, ils se connaissent, c'était la 6e rencontre. Johan lui avait déjà mis son Ouchigari, il l'attendait, il a été un peu gourmand. Fallait pas y retourner aussi vite ou autant de fois. Et voilà, c'est une erreur tactique. Pour moi, ce match, il le perd sur une erreur tactique. Aujourd'hui, Johan, il est en préparation des championnats du monde. Il y avait des aspects qu'on souhaitait qu'il mette en place, notamment ici. Et je parle du Newaza. Pour le coup, il a montré de l'efficacité, ça c'est très intéressant. Debout, il a manqué certaines choses. Maintenant, c'est parfois un peu de timing. Parfois, retourner une 3e fois sur un Ouchigari, c'est peut-être pas pertinent. Maintenant, il n'y a pas mort d'homme. Peut-être que lui va vouloir se renfermer dans le travail, mais justement, peut-être qu'il va falloir ne pas s'enfermer dans le travail, mais faire certaines choses différemment. Et ça, on va débriefer avec les collègues, notamment Stéphane Frémont, avec qui je suis et j'accompagne Johan. On va bien cibler les points qu'on va devoir développer. Mais alors pour le coup, je ne suis vraiment pas inquiet.
C'est un homme des grands rendez-vous. Maintenant, je le redis sincèrement, l'objectif c'est le championnat du monde. Il a à cœur d'aller gagner un deuxième titre, pas conserver le sien, d'aller en gagner un nouveau parce que ça ne sera pas le même championnat, ça ne sera pas les mêmes personnalités, les mêmes athlètes. Donc voilà, il y a des choses à mettre en place pour pouvoir aller conserver un dossard rouge. Au bras levé de l'arbitre, les vannes se sont ouvertes pour Dayan, emporté par les sanglots comme un enfant submergé. Il pleurait en lâchant tout, des larmes abondantes et belles comme sa journée rêvée. Un beau cadeau pour conclure. Médaillé européen senior pour un garçon qui n'était pas parvenu à s'exprimer à ce niveau l'année dernière encore en junior, c'est une sacrée progression. Son premier supporter et mentor, son père, en donnait quelques clés, rappelant que derrière les beaux gestes, il y a toujours la capacité de travail. Je me souviens d'un quart de finale ou une demi-finale avec Kelvin Ray, d'ailleurs, où il avait pris il gagnait Wazari et il restait 4 secondes et il avait pris un Uranage. On m'avait dit à l'époque, il faut qu'il apprenne à gérer, etc. Je pense que c'est Dayan. Voilà, le judo, pour lui, c'est du combat, c'est chercher à faire tomber. Voilà, c'est à fond. Donc, bravo Dayan. Je pense qu'aujourd'hui, c'est ce qui lui a permis de gagner, d'être généreux. Dayan, depuis cadet, il participe au championnat d'Europe et cette médaille, il court après. Et là, il y avait un monde où il ne devait pas l'avoir et puis il l'a eu. Voilà, c'est dommage que ce soit contre un autre Français. J'aurais bien aimé que ce soit séparé. Mais voilà, c'est une grande fierté pour Dayan et bravo. Il était doué, il avait déjà une hanche gamin. Donc du coup, après... moi je fonctionne parce qu'il y a le petit frère derrière qui avance aussi et je fonctionne avec leur qualité. Donc Dayan avait vraiment cette qualité de hanche à gauche, faire Shimata, etc. Ogoshi faisait à l'époque. Donc on a travaillé autour de ça. Il avait de grands segments, donc c'était le but, c'était qu'il utilise ça, aller de la longe, etc. Et voilà, donc lui ça a bien marché. Le petit c'est différent, il est plus des pséoi, c'est des registres. Je pense que le judo, notre sport, il a c'est exceptionnel parce que tout le monde peut s'exprimer. Petit, grand, etc. C'est juste trouver la bonne technique, le bon truc pour les faire progresser. Les championnats du monde junior, c'était dur. Et je pense que c'est ça aussi, être un champion, c'est quand c'est dur. Parce qu'il y en a beaucoup, là, je pense à Martha Fawaz, par exemple, qui a perdu aujourd'hui, Romain, etc. Je pense que c'est être capable de rebondir. Donc Dayan a été capable, là, ça va vite, le judo ça va vite, en tout cas le sport ça va vite. Et puis, mais voilà, c'est être capable d'avoir ce rebondir et réavancer. Des défaites, il va en connaître, là on est content, on est tous contents, mais voilà, il y aura des jours avec et des jours sans. Aujourd'hui c'est un jour avec, on va profiter. Souvent quand il était petit, je lui disais que le judo, on gagne un moment, et puis le lendemain, il faut recommencer. Je me rappelle quand tu étais minime, tu pleurais parce que les autres ne te laissaient pas gagner, tu avais gagné la Coupe de France. Et là, maintenant, ça va être les mondes, j'espère, et continuer à progresser, parce qu'il a 20 ans, il faut encore qu'il progresse. Il y a un an, un peu plus d'un an, il était encore au SO Givor avec moi. Donc c'est vraiment cool, ouais. C'est une belle progression, il faut continuer encore. C'est encore un diamant brut. L'entraîneur Franck Chambilly en a vu d'autres, et il n'était même pas vraiment surpris. Très honnête, il ne m'a pas forcément bluffé parce que je savais qu'il était capable de faire ce genre de performance. Après, c'est comme un premier pas d'Europe senior, il sort des juniors. Il a eu quand même, au total, ça fait 6 combats. 6 combats, alors c'est vrai que ses premiers adversaires, il était assez expéditif. Ce qui lui a permis au bout de course d'avoir un peu plus d'énergie parce que quand on sort des juniors, on n'a pas l'habitude de se faire une compète comme ça. Mais bluffé oui, son comportement plutôt. Son comportement dans le sens où il ose tout et puis il n'est pas sur la retenue, quoi. Et c'est le signe de vrais combattants, des gens qui prennent du plaisir à s'engager dans le fight. Et ça c'est ce qu'on recherche aussi, ça fait plaisir. C'est un athlète qui il sort des juniors aussi, faut qu'il fasse ses armes, qu'il s'expérimente. Le fait de faire des erreurs, ça va lui servir pour plus tard. Il faut qu'il aiguise un peu son judo. Après, s'engager, c'est bien parce que c'est ce qui fait la force. Et avec son atypicité dans son judo, ça lui permet d'avoir des grosses cartouches. Maintenant, sur des combats très serrés où ça va jouer un peu sur l'expérience, où
c'est là où il va falloir. Maintenant, il démarre. Hein. On va dire qu'il allait rentrer dans la cour des grands et que le plus dur il est devant lui maintenant pour aller chercher d'autres médailles plus importantes. Après, moi, je me arrête pas sur le combat franco-français. Bien sûr, bon, battre Johan, c'est bien. C'est un champion du monde et puis il est dur à battre. De toute façon, Johan, c'est un combattant aussi. Mais après, ça reste un combat de haut niveau, voilà, comme s'il devait prendre un étranger. Maintenant, moi, c'est plutôt sur le comportement. C'est ça que j'ai aimé chez lui aujourd'hui. C'est le comportement qu'il a eu de pas. Des fois, quand on sort des juniors, enfin, quand on est jeune, comme ça, on est un peu inhibé et on va chercher, voilà. Et lui, il a pas froid aux yeux, quoi. Il se livre et ça. Et des fois, il le dit très bien, sans calcul. Et moi, c'est ça que je retiens de la journée. C'est voilà, quelqu'un qui s'engage avec des techniques. Des fois, ça part du sol, mais il ramène, il va au corps à corps. Il fait un espèce de hochi où il va chercher la réaction, hein, quand il fait son hochi à genoux. Là. Il enchaîne le sol, il va chercher le juji, même si bon, il y a beaucoup de travail à faire encore. Mais bon, il est assez complet finalement, et c'est ça que j'ai trouvé intéressant chez lui aujourd'hui, avec ce niveau de compétition. Des fois, quand on est atypique comme ça, on fait dans tous les sens. Et là, pour le coup, il respectait quand même les schémas technico-tactiques. Il les a quand même assez respectés. Là où il est en difficulté, c'est quand il mène. L'autre, pas forcément, il est d'humeur dès qu'il est obligé d'accélérer. Et des fois, il fait des techniques plutôt que de rester vraiment exigeant sur le kumikata. Il va attaquer, il va faire son eri à plat ventre. Il se met dans des postures où il va se blesser. Donc il faut qu'il ait une saisie un peu plus de sécurité. Et ça, c'est le travail, c'est l'expérience après, c'est le. Et quand on est sur la chaise, quand on voit ça, on se dit oh là là, mais il a marqué trop tôt finalement. Il a marqué à 2 minutes 30. Il reste 2 minutes 30 derrière, ça va être compliqué. Il va pas pouvoir. Il a quand même tenu. Bon, à part sur Ida Roche, je suis assez content sur le fait qu'il ait tenu les schémas technico-tactiques sans forcément trop se dévoiler sur des contres ou quoi que ce soit. Et Dayan Boulemtafes lui-même, il prend tout cela avec grâce et une modestie non feinte qui ajoute au charme et le fait entrer de plein pied dans le cœur des judokas français. Même à l'entraînement, des fois c'est compliqué de le faire tomber. Donc là, en compétition, quand vraiment les choses basculent de mon côté, c'est indescriptible en fait. Je m'attendais pas, donc du coup c'est vite l'émotion qui me prend. Puis moi, je vous ai dit il y a quelques semaines que l'émotion, c'était les championnats d'Europe, c'était soit je gagne, je pleure, soit je perds, je pleure. Donc là, c'était vraiment beaucoup d'émotions et beaucoup d'émotions positives. Et je fais du judo pour ça, pour vivre des journées comme celle-ci. J'ai été l'arracher, celle-là, 6 combats. C'est la position d'outsider qui me plaît bien. Sur ce championnat-là, j'avais vraiment rien à perdre. Et c'est sûr que non, j'ai pas vraiment énormément senti de stress et tout. Je pense que pour Johan, c'était différent. Lui, il doit toujours remettre son titre, reprouver à chaque fois. Donc c'est vraiment une position très différente. Donc voilà, c'est l'opportunité, comme je l'ai dit dans l'interview. C'est une opportunité à saisir, je l'ai saisie aujourd'hui et je suis très content que ça tourne comme ça. Et voilà, je suis reconnaissant envers tous ceux qui m'ont accompagné de près ou de loin, ma famille, mon club, mes entraîneurs d'équipe de France, junior, senior. Vraiment tous ceux qui ont contribué à ce projet-là parce que voilà, ça n'a vraiment pas été facile. Depuis 2 ans, là, on a remonté la pente et maintenant ça y est, on y est, on peut souffler. J'ai pas eu de médaille en championnat, que ce soit championnat d'Europe, championnat du monde, cadet et junior, toujours passé à côté. Et là, les étoiles se sont alignées pour enfin avoir ma première médaille. Surtout, ça fait 6 mois que je suis sur le circuit, donc c'est ma première médaille senior pour ma première année. Et voilà, ça récompense vraiment tout le travail que j'ai pu mener, que ce soit de la blessure à revenir sur le circuit junior et là vraiment m'exprimer sur les seniors. Et je pense que là, il y a une bonne dynamique et il faut que je garde ça. Là. Chacun a une histoire à raconter et moi, j'écris justement mon histoire aujourd'hui, donc affaire à suivre. Quand on sort quelqu'un sur un championnat, je pense que Stéphane me l'avait dit, Stéphane Nomis, le président, il m'a dit si on te sort, c'est qu'on te fait confiance. Et là, j'ai pu lui prouver aujourd'hui qu'il fallait compter sur moi, sur des grands événements aussi. Sur les peu de compétitions que j'ai fait, j'ai pu rencontrer vraiment beaucoup de gens du gratin des médailles mondiales, olympiques et tout. Et du coup, c'est sûr, je prends de la confiance et
Et maintenant, je pense que j'ai ma place aussi. Donc avec plus de confiance en soi, ça passe toujours mieux. C'est le judo, c'est ça, il faut respecter le judo, il faut faire du judo. Et c'est en faisant tomber, en produisant énormément que voilà, je pense qu'aujourd'hui, je peux arriver à faire de belles choses. Et puis moi, j'ai la flamme, je suis jeune comme tu l'as dit. Et vraiment, je calcule pas en fait. Vraiment, j'y vais, je m'engage et c'est que comme ça, je pense que je peux réussir à... Je calcule pas beaucoup. La belle histoire, c'était donc la sienne, et la morale, c'est lui qui la donne en disant « tout est possible ». Tout est possible à celui qui ose, qui ne triche pas, avec le risque et avec le jeu. Diane, merci pour ça aussi. La médaille est belle, mais elle est en bronze. La France mène encore la bataille des nations avec ses 2 titres d'hier, ses 2 finales et ses 3 accessites. Mais les 2 titres obtenus par la Géorgie aujourd'hui la ramènent juste dans le sillage et ses combattants en réserve sont tous aspirants à l'or. La Russie commence à peine son championnat. Il faudra à la France au moins un titre en plus pour être au diapason des belles années. 2, ce n'est pas impossible et ce serait royal. La bataille sera rude en moins de 70 kg pour Melchior Korn qui fait son premier championnat d'Europe. Elle sera intense en moins de 90 kg pour Alexis Mathieu et Maxime Gaël Ngayap Ambou, 2 beaux espoirs de médailles qui devront franchir la porte des enfers, gardée par les titans géorgiens Maïzouradze, champion du monde, et Bekaori, double champion olympique. Encore quelques heures et nous aurons de nouvelles belles histoires à nous dire.